Vous reconnaissez Florent Machabert. Je vais parler avec lui d'agriculture puisque nous sommes dans la grande semaine du siège de Paris. Alors toi, tu es loin maintenant de Paris, Florent. Est-ce que tu as vu des tracteurs passer chez toi? Alors oui, on voit des tracteurs passer, il y a des points de blocage aussi sur les nationales et tout le trafic, du coup, se réorganise en fonction des blocages. Donc voilà, Ah bon, effectivement. donc on précise que Florent est dans l'Allier. Pour ceux Le qui ne le Bourbon. sauraient pas, c'est le département numéro 03 et la capitale de l'Allier n'est autre que Moulins. Exactement, Et on redit que l'Allier, sous l'Ancien Régime, s'appelait le Forez et le Bourbonnais. exactement. C'est une terre d'élevage plutôt. Terre d'élevage, très jolie. C'est une magnifique région. Euh, Florent, il y a quelques questions qui se posent. Alors, pour ne rien te cacher, je fais des interviews tous azimuts, mais il y a quelques questions qui se posent quand même. Par quel mystère la France, qui était à une époque le grenier à blé de l'Europe de l'Ouest, qui était une grande puissance exportatrice et qui était la première productrice de produits agricoles en Europe, et même sur certaines productions dans le monde, comment se fait-il qu'elle ait autant décliné et que des pays comme l'Allemagne aujourd'hui produisent, je crois que l'Allemagne produit plus de fromage que la France, des choses de ce genre, des trucs totalement dingues. Comment on explique le déclin agricole français? Pauvre paysan, pauvre royaume, nous disait François Quesnay, le physiocrate. Donc effectivement, là, il y a un vrai Redis-nous le sujet. siècle où vivait François Quesnay. Ah, là, on était au 16e, 17e Ah siècle. non, 18e, 18e. Je pense que c'était 18e. le début du 18e. Mais on redit, puisque c'est l'occasion, physiocrate, ça vient vraiment de l'idée que La terre, la la nature. terre, voilà, la puissance économique doit venir de l'agriculture. Mais en fait, on ne le dit pas assez, mais les débats économiques que nous avons aujourd'hui sont en réalité des débats économiques qu'on a eus par le passé, il y a plusieurs Bien siècles. sûr. Depuis plusieurs siècles, la France discute le poids de l'agriculture, le poids de l'industrie. Tout ça n'est pas nouveau. Non, et c'est pas le GNR ou les mesurettes de Monsieur Attal qui effectivement répondent à cette question que tu as posée dans plusieurs de tes vidéos et dont certains de tes interlocuteurs traitent, mais en effet pas tous selon le- le- l'endroit d'où ils parlent, comme on dit. Mais c'est comment effectivement nos agriculteurs pa- pourraient parvenir à vivre dignement de leur travail et non de prix subventionnés, puisque en fait le sujet qui est en toile de fond, c'est celui de la libre concurrence dans le secteur primaire. Et on voit trop peu. Alors Béraud, le Pono, le bien nommé Béraud du Puy-en-Velay parle quand même, effectivement, analyse bien les choses par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'euro, on pourra en reparler, mais c'est vraiment le sujet de la libre concurrence. Peut-être au niveau des faits, pourquoi je parle de prix subventionnés et de politique de revenus ou de prix qui sont finalement ceux de l'agriculture française. Depuis 1962, on a en France, comme dans tous les pays membres de l'Union européenne, un bidule qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune. C'est 56 milliards d'euros de budget, donc c'est quand même, pour que nos Pour toute auditeurs se rendent l'Europe. compte, pour toute l'Europe, évidemment, c'est 1 euro sur 3 à peu près du budget européen. Donc on est vraiment sur un axe des politiques européennes qui est tout à fait important. Et cette PAC, elle a deux piliers. Elle a un pilier qui est le pilier orientation dont on ne parle pas beaucoup, qui est le développement, on va dire, des territoires, on va dire politique structurelle de développement rural, très bien. Puis on a l'autre sujet qui capte plutôt 75% du budget en question, qui est ce qu'on appelle la section garantie. Alors vraiment, ce vocabulaire ne veut rien dire, mais c'est techno, langage techno. Donc ça, c'est la politique de prix, la politique de subventionnement, la politique de revenus pour les agriculteurs. Et là, effectivement, M. Attal dit vrai, la France capte à peu près 17% de ces 56 milliards, c'est-à-dire les 10 milliards à peu près qu'il a évoqué en essayant d'aller expliquer Alors, sur sa botte de paille que si on sortait de l'UE, puisqu'il s'agit de ça, eh bien, ils allaient perdre du jour au lendemain 10 milliards d'euros de revenus garantis, en fait. Voilà ce qu'il est allé leur dire. voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en effet, il y a une logique de prix garanti qui existe Oui, aussi au Canada. Beaucoup de gens m'ont dit Trudeau, etc. Et je crois qu'il y a un agriculteur en France qui dit qu'il faut faire comme le Canada, Trudeau, les prix garantis. Tu vois. En réalité, c'est ce que l'Union européenne fait. Ce qu'il faut dire, c'est que exactement. ceux qui nous disent qu'il faut faire comme au Canada, en réalité, c'est ce que l'Union européenne fait et qui appauvrit les agriculteurs. Voilà. Exactement.
et avec une spécificité, on va dire européenne ou même française, qui est que ces aides en question sont extrêmement émiettées, puisque là, j'ai pas réussi à trouver le chiffre français, mais en tout cas, le chiffre européen, on a 75% de ce budget de la PAC que j'évoquais, qui est distribué sous forme de montants inférieurs à 5 000 € annuels pour 75% donc des bénéficiaires. Donc, on voit bien que 5 000 € en plus ou en moins, même si on est une petite exploitation, ça ne change pas la vie de l'entreprise. Et puis, on a effectivement le dernier quart qui se répartit des aides un peu plus importantes, quelques dizaines de milliers d'euros, jusqu'à 50 000 € quand on a effectivement une aide à l'installation. Mais on voit qu'on a un saupoudrage aussi. Ça, c'est pour la politique de revenus. Donc, en fait, ce qu'il faudrait bien expliquer aux Français, me semble-t-il, c'est que lorsqu'ils achètent des produits agricoles français ou même européens qu'ils trouvent à juste titre si chers, en réalité, ces produits-là, ils les payent 3 fois. Ils les payent évidemment une fois à la caisse. Ils les payent à travers leurs impôts pour subvenir à peu près à hauteur de 1% du budget, du PIB de la France au budget de l'Union européenne pour les raisons que je viens d'évoquer. Ces 56 milliards d'euros, ils sont abondés par les 27 pays membres de la zone euro, de l'UE. Et puis, ils le payent une troisième fois avec cette concurrence faussée, cette concurrence artificielle, cette politique de subventionnement qui, en théorie économique, et on le voit en pratique, n'aboutit jamais à une baisse de prix, mais à une concurrence faussée. La concurrence, a priori, ça fait augmenter les quantités, ça fait baisser les prix. Donc, normalement, sans cette politique de subventionnement, on aurait peut-être moins d'exploitants, c'est vrai, comme dit Frédéric Bastiat, ce qu'on voit, ça serait peut-être moins d'exploitants, mais ce qu'on ne voit pas, eh bien, c'est qu'on aurait en moyenne des produits français ou européens moins chers. Et donc, là aussi, en passant à la caisse, eh bien, ils payent une troisième fois leurs produits. Et au passage, on détruit, comme l'a fait les États-Unis avec l'agriculture du Honduras, puisqu'elle a fait aussi sa politique agricole commune à elle, eh bien, on détruit complètement, on empêche de vivre des pays qui n'ont pour eux qu'une économie vivrière, qu'une agriculture vivrière, et qui, quand on vit du sucre ou de je ne sais quelle production vivrière, eh bien, normalement, sans cette politique de subventionnement européenne, un certain nombre de pays pourraient être compétitifs. Et avec cette politique de subvention, ils ne le sont plus. Et donc, ils dépérissent. Et l'agriculture du Honduras a été complètement décimée par l'équivalent de la PAC aux États-Unis, aux années 90, je crois, un peu avant. Donc, voilà un petit peu le tableau. Ce que je dis, en réalité, il n'y a évidemment rien de très nouveau. Il y a même un prix Nobel d'économie, Theodor Schultz, prix Nobel 79, qui s'est vraiment intéressé au secteur primaire. Et il a bien identifié que dans toutes les politiques en lien avec l'agriculture, il y avait un problème de confiance et qu'il fallait traiter des agriculteurs comme de véritables entrepreneurs, ce qu'ils sont. Et quand on écoute les vidéos que tu as pu faire, euh, notamment dans le sud-ouest, on entend bien des entrepreneurs, des innovateurs, des aménageurs. Les premiers écologistes de France, ce sont eux, souvent. Donc, il a vraiment insisté sur le capital humain et le fait que le premier actif finalement d'un agriculteur, c'est pas tellement son Massey Ferguson ou son John Deere, c'est plutôt voilà, son capital humain, ses compétences, sa vision long terme, dont l'UE le prive, précisément. J'ai bien aimé l'expression de Béraud qui nous dit c'est plus nous qui facturons. Voilà. C'est-à-dire Oui, on qu'ils ne n'ont fait plus nos plus, factures. On ne fait pas voilà, on nos fait plus nos factures. factures. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est, pour parler, pour utiliser un gros mot, ce qu'il dénonce, c'est un monopsone. Il dénonce le fait qu'il y ait le contraire d'un monopole, c'est-à-dire beaucoup d'offreurs, les petits agriculteurs qui produisent du lait, par exemple, avec en face un seul gros acheteur il parlait, je crois, ou un autre de Lactalis, mais il y en a d'autres. Quand on fait de l'huile, eh bien, souvent en face, on n'a que la grosse multinationale des huiles, Isio et compagnie, c'est Avril. Avril, d'ailleurs, dont le patron est le patron de la FNSEA. Au passage, pour que toutes les connexions se fassent. Donc, voilà. Donc, en fait, Donc, la on libre. est pour redire que donc, Oui, je le rabâche, l'agriculture n'est pas un marché. Aujourd'hui, c'est un système organisé autour de ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime et sous Vichy une corporation
Et la corporation, elle fonctionne beaucoup à partir de coopératives. Quand les agriculteurs se plaignent de ne pas faire leur facture, c'est parce qu'ils sont obligés d'apporter à la coopérative leur lait, par exemple, ou leur raisin, si c'est une coopérative viticole. Et la coopérative fixe unilatéralement le prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi du marché dans l'agriculture en France. Et en réalité, les agriculteurs se plaignent de ne pas avoir accès au marché. De ce point de vue, j'en profite pour ceux qui nous regardent. Regardez l'interview que j'ai faite de Jean-François Chaperon, le président de la coordination rurale de l'Hérault, qui explique très bien les mécanismes qui se mettent en place dans sa vie quotidienne pour l'empêcher de travailler librement. Et aujourd'hui, la grogne, elle est produite par une réaction contre cette organisation des marchés. Mais concrètement, Florent, est-ce que la France a intérêt à sortir de l'Union européenne? Est-ce que les agriculteurs français ont intérêt ou non à sortir de l'Union européenne? Je le crois parce que comme, tu l'as dit, alors évidemment, hein, c'est comme Milei en Argentine, instantanément, il va rien se passer, voire la situation, temporairement, il faut le dire, hein, sera plus difficile et va s'aggraver. Mais sortir de l'UE, c'est essayer de restaurer un petit peu ces conditions, hein, de la concurrence pure et parfaite, comme on dit, qui est pas un modèle, qui marche à tous les coups, qui, comme tous les modèles, ne décrit pas parfaitement la réalité, mais enfin quand même qui, a montré, que pour, allouer des ressources, on ne faisait pas mieux et que Hayek a montré que, la seule alternative à cette situation, bah, c'est la soviétisation de l'économie, c'est la planification. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et dans une de tes vidéos, tu insistais bien sur le fait que le modèle, corporatiste, bah, en fait, il penche très clairement du côté de la planification et on voit bien que les agriculteurs sont en grande partie, dépossédés, y compris de leurs terres, par la SAFER, et par la FNSEA, et cetera. Donc sortir de l'UE, ça permettrait, bah, de retrouver de la souveraineté et de remettre, par rapport à cette situation de monopsone que je décrivais tout à l'heure, de remettre un peu, autre gros mot, d'atomicité dans ce marché. C'est-à-dire beaucoup d'offreurs, beaucoup de demandeurs et d'essayer de retrouver la petite paysannerie qui en fait fonctionnait sur quoi? Fonctionnait sur une structure familiale, qui exploitait, donc il y avait de la continuité aussi, une propriété du foncier. On sait qu'avec la SAFER, qui maintient artificiellement des prix bas, on pourra en reparler, on a un gros problème de propriété du foncier. Le foncier, c'était la retraite de l'agriculteur. Donc s'il est plus propriétaire, bah, il n'a plus de retraite et ça, c'est évidemment un des sujets, sur lesquels il se révolte. C'était une liberté de choix, des cultures, des élevages et une diversité de production. Là où effectivement ensuite l'UE a dit: «On fait de la monoculture ici, une autre monoculture ailleurs» et cetera. Et puis c'était, des circuits courts, des ventes locales à meilleur prix que les produits importés. L'UE, en fait, ça a conduit à quoi? Ça a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où effectivement les produits français, bah, c'est du haut de gamme à cause d'une structure de coûts, très, très, très lourde, coûts salariaux, coûts fiscaux, ça c'est, dans tous les secteurs. S'ajoutent des coûts énergétiques, et des coûts d'intrants très, très donc les engrais très, très lourds et avec la situation, inflationniste, qui s'est aussi aggravée. Donc des ventes locales qui, donc jadis étaient moins chères et qui aujourd'hui, effectivement, le pas cher, bah, sont en effet des produits importés du monde entier. Et on voit bien que le modèle vers lequel, l'UE et le forum de Davos aussi poussent, bah, c'est ce que fait Bill Gates en Ukraine. Il rachète des terres, à tout va, donc il renforce cette situation de monopole ou de monopsone selon, comment on écrit. Il cherche à capter une rente de situation, et toute proportion gardée, ce que font la SAFER et la FNSEA, eh bien, relève de cette même logique. Je ne dis pas que la FNSEA et la SAFER sont Bill Gates et vice versa, mais en tout cas, la logique de s'accaparer d'une rente de situation au lieu de laisser les gens être propriétaires privés de leur foncier, pose évidemment, problème. Heu, la question du millefeuille administratif pose aussi évidemment, heu, des difficultés. Alors des difficultés concrètes, pratiques, ça effectivement, je crois que le gouvernement va y répondre, sur la taille de haies, sur des choses comme ça, très bien. Mais, en réalité, le problème de ces normes, c'est le surcoût, en réalité, qui vient s'ajouter, aux difficultés, enfin, au coût salarial, à la fiscalité et à l'inflation énergétique que j'évoquais. Et ça condamne effectivement notre agriculture à du haut de gamme et du haut de gamme qui, en face,
eh bien, ne trouve pas, en tout cas sur le territoire français ou Mmh. pour l'essentiel de notre population, mais ne trouve pas sa clientèle et ne s'exporte pas non plus. On sait que la balance agricole française est déficitaire. On a réussi ce tour de force-là. Ça veut dire que la France importe plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte, tout simplement parce que notre surqualité n'intéresse pas beaucoup les étrangers. C'est vrai que si on va en Italie, la qualité moyenne de la viande est extrêmement faible. Donc cette surqualité, elle intéresse les Français, mais qui ne peuvent pas se la payer, à l'exclusion peut-être du 9e décile, comme on dit, c'est-à-dire les 10% des Français les plus riches qui, eux, mangent bien et peuvent se payer cher des bons produits. Mais on ne fait pas tourner l'agriculture française avec le 9e décile. Ça, c'est bien, c'est bien évident. Si on déroule hein, les différentes conditions de la concurrence, il y a Ah, après la vas-y, ce qui transparence. m'intéresserait, Oui, excuse-moi, je te coupe, mais dis-moi. ce qui m'intéresserait, parce que après, je sais que tu as des choses à faire et moi aussi. La question, c'est si j'entends plein de gens dire qu'il faut faire du protectionnisme, il faut fermer les frontières, on interdit les produits étrangers. Quand je dis aux gens, l'argument que tu dis, mais la nourriture française coûte plus cher, j'ai eu plein de commentaires, si je le signale, c'est que c'est pas anecdotique. Un certain nombre de commentaires de gens qui disent ben, il faut moins manger. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont pour le rationnement communiste. On collectivise tout, on se referme comme la Corée du Nord, et puis les gens mangeront ce qu'il y aura, et si c'est pas assez, tant pis pour eux, ils maigriront. Euh, Face à ça, qu'est-ce qu'on a à dire? C'est-à-dire, si on fermait les frontières aux produits agricoles extérieurs, est-ce que les Français mangeraient mieux? Est-ce que les agriculteurs français vivraient mieux? Et le problème, c'est pas de fermer les frontières, c'est de sortir de l'UE et de retrouver, on va dire qu'on radote, hein, mais de retrouver la maîtrise de notre taux de change et la maîtrise de notre monnaie. C'est ça la clé. Et on est sur une année, je crois que la conjonction de cette révolte paysanne avec des élections européennes qui arrivent au mois de juin est quand même un alignement intéressant parce qu'il faut faire monter, Perrault y contribue par exemple, mais il faut faire monter le, Donc heu, le Sébastien Béraud, qu'on oui, interviewe pas mal sur la chaîne, qui est producteur de Haute-Loire. voilà, la question du Frexit se pose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les excès de création monétaire qu'on connaît depuis, 2008 et en réalité depuis 1971, ils ont conduit à la situation parce qu'il manquait peut-être une étape dans mon raisonnement, l'effondrement du pouvoir d'achat ou l'effritement du pouvoir d'achat, des Français qui expliquent qu'ils ne peuvent pas consommer, français, le haut de gamme français, bah, c'est d'abord une question d'inflation et de création monétaire. S'ils consomment de plus en plus de produits transformés, si les grandes surfaces avec ces lois Egalim, font l'essentiel de leur petite marge, on pourra en reparler, en moyenne 2 alors que la loi Egalim impose 10 sur des produits transformés, sur des produits importés, c'est parce qu'en face, elles ne vendent que ça. La grande distribution, elle n'a jamais eu une stratégie de niche ou de différenciation. Elle fait du volume. Et ces marges, les chiffres de ces marges en attestent. C'est 2 sur les produits agricoles. Donc Ce déjà qui qu'il y est ait de faible. l'inflation, Je me rappelle ce que qui est très faible. la marge moyenne pour qu'une entreprise soit viable, c'est 15%. Et donc Tout à à fait. 2%, c'est Voilà, pratiquement du bénévolat. Enfin, pas loin voilà. du bénévolat. On dirait qu'on retrouve les mêmes rengaines que sur les super profits de Total quand il y avait, alors les super profits de l'État, je veux bien, mais les super profits de Total, c'est un peu un raccourci. Donc effectivement, les lois Egalim imposent 10% de marge à la GMS, mais avec 10%, peut-être qu'on rémunérerait mieux sur le papier les agriculteurs français, mais les produits ne se vendraient plus. Donc c'est toujours pareil, hein, ce qu'on voit, ce serait des agriculteurs sur le papier mieux rémunérés, mais ce qu'on ne voit pas, c'est en fait, ils ne seraient pas rémunérés du tout, puisque les Français se rabattraient encore plus sur des produits transformés, des produits importés, et les œufs d'Ukraine, là, on a vu une petite vidéo euh, membres des jeunes agriculteurs qui ont arrêté un camion, ont déballé des œufs, et les œufs rentraient sur le territoire avec écrit en gros sur leur étiquette non conforme aux normes européennes. Voilà. Donc, c'est ça qui, parce que pas cher, et en plus de catégorie A, elles ont gambadé dans l'air ukrainien, ces petites De boulettes, mais Tchernobyl. voilà. Donc, voilà. Et puis, aussi, quand je dis création monétaire, on sait que ça crée, et on en a vu plusieurs depuis les années 70, des bulles immobilières. Ça se fait au détriment du foncier agricole. Et en France, on a un foncier agricole à 6 500 € en moyenne l'hectare.
c'est 20 000 en Allemagne, 30 000 en Suisse, 60 000 aux Pays-Bas. Donc, on voit bien qu'on a un problème aussi de valorisation du foncier. Et là, la SAFER, sans vouloir jeter la pierre, n'y est pas tout à fait étranger. Bon, on fera un Euh, numéro spécial sur les affaires parce que c'est un sujet alors, qui n'intéresse que très peu de gens parce que plein d'urbains limite le problème de l'agriculture à les méchants Européens, les méchants de grandes surfaces, les gentils c'est agriculteurs. ça. Mais en réalité, il y a des problèmes de corporation, c'est-à-dire de gestion de la profession, notamment par des affaires qui sont très largement dominées par les FNSEA. Et on Mm. voit les dérives des systèmes autogérés. Bon, Florent, on doit se laisser. On va en reparler prochainement. De toute façon, on retient que le sujet est dans la pratique n'appelle pas de solution simple et qu'on Non. rêve tous d'une baguette magique, l'union, les grandes surfaces, là, et tout ça est beaucoup plus compliqué. À très bientôt. À très bientôt. Salut.